Une victime mineure d'un tremblement de terre au Népal a été accueillie dans un centre pour réfugiés géré par l'État népalais et des ONG. Après s'en être échappée pour tenter sa chance vers l'Europe, elle rencontre un passeur qui organise les départs via la Libye. De là, elle se fait enrôler par un réseau international de proxénétisme et se retrouve à se prostituer dans un appartement à Paris via Internet. Elle dépose plainte contre son proxénète dans l'objectif de sortir de la prostitution. J'appelle donc Olivier Humbert. Pour Sarita, tout a commencé par une grande secousse. Une nuit, à Katmandou, la terre qui tremble, encore et encore, et qui détruit sa maison et sa vie, ensevelissant sa famille. Lorsque 2 jours après, des sauveteurs l'ont retrouvée, unique survivante dans un quartier en ruine, on a parlé de miracle. On a dit qu'elle était bénie des dieux. C'était il y a à peine 1 an, mais pour elle, cela semble une éternité, car depuis ce jour, plus rien n'a été comme avant. Et aujourd'hui, Sarita est dans cette petite salle d'audience parisienne, à des milliers de kilomètres de chez elle, victime dans une procédure de proxénétisme aggravé. Dans ce dossier, les faits de proxénétisme sont avérés. Quand elle a réussi à porter plainte, Sarita a été enfermée avec d'autres filles, depuis plusieurs mois, dans un appartement parisien, forcée à se prostituer, battue aussi, quand il le fallait, lorsque la motivation et l'ardeur au travail venaient à manquer, et juste assez nourrie pour, comme on dit, reconstituer sa force de travail. Pourquoi l'embarrasser avec de l'argent dont elle ne saurait que faire, elle qui ne sortait jamais? Un proxénète est un maître prévenant et cruel. Le seul homme présent aujourd'hui dans le box des accusés, un des geôliers, a reconnu les faits et sa responsabilité est établie. Bien sûr, en application de la loi, il n'échappera pas à une peine d'emprisonnement. Mais il n'a rien dit de ses commanditaires, car qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est qu'un intermédiaire, un pion interchangeable dans un réseau international de prostitution, un de ces réseaux qui peut apparaître et disparaître en un clic, sans laisser de traces, et qui dispose d'une armée de réserve inépuisable, la misère du monde, et autant de serviteurs zélés. Dans ce monde-là, on ne craint pas la justice. Est-ce à dire que tout est vain? Je ne crois pas. Une procédure, des procès-verbaux, une audience, les mots, les usages du droit sont certes bien impuissants, indécents même, pour décrire une réalité comme celle-ci, dans ce qu'elle a de plus cru et de plus brutal. Car c'est une chose de dire qu'une infraction est caractérisée, de donner les éléments constitutifs du proxénétisme. C'est tout autre chose que de le vivre dans sa chair. Et pourtant, n'est-ce pas la force même du droit que de mettre à distance pour mieux juger, d'éloigner pour mieux voir? Et n'est-ce pas aussi le rôle de l'audience, même trop tard, même mal, que de tenter de redonner une voix et un visage à ceux qui en ont été privés et dont les droits ont été bafoués? C'est pourquoi il faut raconter l'histoire de Sarita, la fuite du Népal après la catastrophe, à la recherche d'un avenir meilleur que celui bien incertain qui s'offre à une jeune fille de 15 ans, sans famille ni ressources, à Katmandou. C'est la route de l'immigration, c'est le fol espoir d'un avenir, d'un ailleurs plus accueillant. Ce mot magique, Europe, qu'on murmure au moment de s'endormir. Les voyages forment la jeunesse, dit-on. Pour Sarita, ce furent des mois d'errance et de souffrance, à avancer péniblement, kilomètre après kilomètre, le long d'une route pleine de périls. La faim qui vous tenaille au ventre, et avec ces corps qui tombent inanimés, les uns après les autres, comme autant de cailloux marquant le chemin. Le Pakistan, l'Iran, 6 mois à travailler comme femme de ménage, comme esclave en vérité, en Arabie Saoudite, et c'est l'arrivée en Libye,
avec ses geôles et les coups qu'on reçoit. Car ici, pas plus qu'ailleurs, les réfugiés ne sont les bienvenus. Et puis un jour, à Tripoli, la rencontre avec un passeur qui promet d'organiser le reste du voyage. Bien sûr, il y a un prix à payer, et ce sont les premiers viols. Mais n'est-on pas prêt à tout pour sortir de cet enfer? Alors on ne dit rien, on se tait. À qui se plaindre d'ailleurs quand on est invisible et qu'on n'a aucun droit? Dernière épreuve et non des moindres, la traversée de la Méditerranée, ce grand cimetière à ciel ouvert, sur un de ces rafios surchargés qui prend l'eau de toutes parts. Avant enfin de toucher au but, Lampedusa, l'Italie, la France et Paris en plein hiver. Ce n'est qu'arrivé à destination, quand ses accompagnateurs refusent de lui rendre ses papiers d'identité et ses quelques économies, que Sarita comprend que son calvaire n'est pas terminé et qu'il faudra payer, et payer encore. C'est ainsi qu'après 20 000 kilomètres de poussière et de larmes, on finit dans un hôtel de passe parisien, enfermé, isolé, sans argent, sans moyen de communiquer, pris au piège, comme une proie dans sa cage. Alors bien sûr, on m'objectera que dire tout ceci, c'est jouer sur le registre de l'émotion, et non de la raison juridique. Mais une fois qu'on aura cité tous les textes, toutes les conventions internationales, il reste que Sarita, ce n'est pas juste un nom dans un dossier. C'est une personne, avec une histoire. Et qu'est-ce qu'un droit qui ne s'incarne pas? C'est un droit mort. On le sait, le droit pénal réprime plus durement le proxénétisme lorsqu'il est commis à l'égard de personnes mineures ou vulnérables, ou de personnes incitées à se prostituer dès leur arrivée sur le territoire national. Avec Sarita, hélas, on n'a que le choix des circonstances aggravantes. Car qui est plus vulnérable qu'une jeune fille, sans famille, déracinée, qui arrive dans un pays étranger? Et cela, les réseaux le savent bien, qui choisissent avec soin leurs victimes. On parle du plus vieux métier du monde, mais on oublie qu'il est parfois imposé aux plus jeunes, à des enfants. On parle de prostitution, mais la réalité de l'exploitation sexuelle, c'est ça, le commerce des corps, comme on le ferait de n'importe quelle autre marchandise. C'est l'exploitation de la femme par l'homme, et même de l'homme par l'homme, car qui ne voit pas que le client n'est le complice obligé, l'auxiliaire indispensable, et qui font donc s'attaquer aussi au client, comme la loi le permet, et le ministère public le fera. Pas contre l'homme, mais pour l'homme, pour sa dignité, et malgré lui s'il le faut. De Paris, Sarita n'aura rien vu, ou presque. Un bout de tour Eiffel aperçu par la fenêtre du camion le jour de son arrivée, des vitrines de magasins, quelques passants emmitouflés qui flânent. Dans ce pays dit des droits de l'homme, dont elle avait entendu parler en Libye, elle a vite compris qu'il n'était pas question de ses droits à elle, mais des droits de l'homme sur elle, contre elle, leurs droits, leurs mains, leur corps, qui s'imposent tout entier à elle. Chaque jour, chaque nuit, pendant plusieurs mois, c'est la succession sans fin de ce qu'on appelle des clients. Au suivant, et encore au suivant. Au bordel, on est toujours le suivant, et toujours suivi. Tous différents, et tous semblables. Une fois pourtant, elle s'est crue sauvée. Un jeune homme, la trentaine, il lui avait dressé la parole, en anglais, il voulait savoir d'où elle venait. Mais lorsqu'elle avait dit Népal, il lui avait raconté un séjour qu'il avait fait à l'Himalaya, tout excité de ses propres souvenirs, tout à son désir. Et après l'acte, il avait seulement insisté pour lui laisser un billet de 10 €, se sentant vaguement coupable, une pensée fugace lui traversant l'esprit. Mais quel âge peut avoir cette fille? Vite passé, car tout passe. Mais un jour, après la honte, après le cœurement, après le dégoût de soi, il y a la colère, et puis la révolte. J'ai dit que Sarita était une victime, qu'elle était vulnérable. C'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. C'est aussi une survivante, une jeune fille forte, avec des aspirations, avec des rêves même. Est-ce qu'on peut s'imaginer ce qu'elle a dû faire à 15 ans? Elle qui n'avait jamais quitté son pays, sa famille, jetée sur la route, ce qu'il lui a fallu de volonté pour arriver jusqu'ici. Non, on ne s'imagine pas. On ne peut pas imaginer. Ni vous, ni moi. Que malgré ces mois d'infamie, il devait rester chez Sarita quelque chose d'indestructible, d'insoumis, quelque chose qu'il n'avait pas réussi à extirper et qui la raccrochait à la vie. Cela fait partie des choses que les bourreaux ne comprennent pas et ne comprendront jamais.
eux qui s'évertuent méthodiquement à faire disparaître toute trace de vie, pour qu'il ne reste plus qu'un corps, soumis au plaisir de quelques-uns pour le profit de quelques autres. Alors qu'on ne s'y trompe pas, Sarita est meurtrie dans sa chair et dans son âme. On ne sort pas indemne de la prostitution, mais elle n'est pas vaincue. Au péril de sa vie, Sarita a eu le courage de porter plainte. Qu'avons-nous à lui offrir? La loi? Une loi pour punir? Une loi pour protéger? Une loi pour dire ce qui est permis et ce qui ne l'est pas? Mais une pauvre loi, impuissante, à réparer les vivants et à consoler. On estime aujourd'hui à 12 000 le nombre d'enfants népalais, des filles en majorité, qui sont victimes chaque année de l'exploitation sexuelle, au Népal ou ailleurs. On dit parfois que celui qui sauve une vie sauve l'humanité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, vous avez devant vous une vie qui attend que justice lui soit rendue. Parfois, la nuit, Sarita rêve qu'elle est encore sous les décombres, là-bas, tout là-bas, à Katmandou. Et alors elle se réveille, et elle pleure. D'abord de joie d'être en vie, et puis parce qu'elle se souvient de tout. Et elle espère une vie nouvelle. Serons-nous à la hauteur? Peut-être.